Sous Charles le Téméraire, la ville continue de se développer. Le commerce est florissant et certaines familles bourgeoises deviennent particulièrement puissantes, à l'image de la famille Chambellan. Oui, je sais, leur blason dirait deux mains crochues qui essayent de choper une pièce de monnaie. L'un des principaux vestiges de la puissance de cette famille encore visible aujourd'hui est leur hôtel particulier, qui est du dernier cri de l'architecture de l'époque, le gothique flamboyant. Une allégorie de la renaissance culturelle est même présente avec une sculpture en haut de l'escalier à vis, avec la représentation d'un jardinier portant une hotte de laquelle sort une volute de végétaux renaissants, formant la voûte de la structure. Mais c'est pas tout, parce que les Chambellans, en plus, ils ont en partie financé la construction de l'église Saint-Michel et Saint-Étienne. Bref, cette famille, pour faire simple, si vous saisissez la référence, c'est les Médicis de Dijon, quoi. Et vu que les classes sociales ne se mélangent pas, le beauf des Chambellans se fait bâtir aussi une baraque bien cossue. C'est l'hôtel Thomas de Berbisey. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Thomas, il avait une certaine estime de lui-même. La preuve, il s'est fait représenter à côté du Christ, et histoire de bien marquer le coup, la statue le représentant est presque aussi grande que Jésus. Non mais regardez-moi ça, le type arque les guibolles pour faire style, il est un petit peu en vénération, mais c'est surtout que s'il se tenait droit, il serait plus grand que le Christ, quoi. Comme quoi, à l'époque, on n'avait pas Photoshop, mais ça empêchait pas littéralement de péter plus haut que son cul. Juste en dessous, on peut noter également la représentation du jardin d'Éden, avec un arbre autour duquel s'enroule un serpent qui, devinez quoi, à la tête d'une femme. Je crois que le message est tout à fait clair, le féminisme, c'était vraiment pas à l'ordre du jour. Et pour ce qui est du puritanisme, figurez-vous que de chaque côté de l'arbre de la connaissance se trouvaient Adam et Ève, mais à poil. C'est-à-dire sans même la petite feuille de vigne là. Et du coup, quand quelques siècles plus tard, les sœurs de Saint-Marthe s'installèrent dans cet hôtel avant d'aller à la clinique, eh ben, le fait de passer tous les jours devant une petite quéquette, vous me croyez pas, ça passait moyen. C'est pour ça qu'elles ont décidé de détruire les deux statues, quoi. Sinon, la chapelle des Berbisey a également traversé les âges, et elle se distingue particulièrement par sa colonne torsadée unique dans la ville. Agrémentée de vignes et de chardons pour symboliser la force de l'union conjugale de Thomas et de sa femme Marguerite, dont les initiales sont gravées dans la roche et que l'on peut toujours voir aujourd'hui. Eh ben ouais, on peut être pété d'orgueil, ça empêche pas d'être romantique. Sinon, dans la catégorie grandes familles bourgeoises qui ont donné leur nom à des rues, on a aussi l'hôtel des Gaudrans, la famille étant notamment connue pour avoir filé toute leur fortune aux jésuites, ce qui leur a permis de bâtir ce qui est aujourd'hui la bibliothèque municipale. Et pour rester dans la catégorie des hôtels de grandes familles bourgeoises, on a pu aussi voir apparaître à cette époque l'hôtel de Cirey, bâti par Jean de Cirey qui était ni plus ni moins que l'abbé de l'abbaye de Cîteaux, mais aussi l'hôtel de Thianges qui a été bâti par Monsieur Thianges, donc voilà. Et enfin l'hôtel des Bars, qui a la grande spécificité d'avoir ses poutres qui ont quitté Dijon pour aller s'installer carrément à Harvard. En effet, on les a vendus aux Américains en 1923. On va descendre maintenant d'un cran dans le luxe en s'intéressant cette fois-ci aux maisons, avec la maison Millière. Bâtie par le commerçant du même nom en 1483, elle est une bonne représentation de l'origine de l'expression trier sur le volet, car comme vous pouvez le voir au niveau des arcades, il demeure des balcons de pierre qui s'allongent suffisamment pour soutenir un volet. Car à l'époque, les étals de magasins qui avaient pignon sur rue, ça ressemblait à ça. La devanture était formée de deux volets, un vers le haut protégeant du soleil et un vers le bas sur lesquels on pouvait donc aisément disposer les marchandises à vendre en les triant de manière à ce que le client puisse trouver plus rapidement ce qu'il cherche, d'où l'expression « trier sur le volet ». Mais ce n'est pas tout, car cette maison a aussi servi de décor au classique du cinéma français Cyrano de Bergerac, où apparemment Depardieu aurait balancé au calme au propriétaire de la maison que sa fille, elle était vraiment pas mal, Autre petite précision, pour ce qui est des symboles de la maison avec le chat et le hibou, il faut savoir qu'ils ne sont pas de l'époque du Moyen-Âge. En effet, ils ont été rajoutés en 1928 quand la maison a été grandement restaurée. Une autre vieille baraque bien connue en ville qui est apparue aussi à cette époque est la maison aux trois visages, qui porte ce nom car elle a trois pignons similaires. Elle aussi témoigne de l'explosion du commerce à cette période. Il faut bien vous imaginer que, à l'époque, elle et toutes les maisons de son style étaient alors recouvertes de chaux blanches, dont la couleur avait la symbolique de la pureté, et donc de dire qu'il n'y avait pas de maladie dans la baraque. Mais c'est pas tout, car cette chaux avait aussi la vertu de protéger tous les morceaux de bois et de paille dans le torchis, qui aurait pu prendre feu très facilement. C'était donc aussi une manière d'inifuger la maison, tout en protégeant les poutres principales du temps et des intempéries. Enfin, jusque dans les années 30, où on a décidé de retirer cette peau protectrice laissant les os à nu, provoquant le travail d'un bois de plus de 600 ans qui gonfle, craque, se fissure, et ce sans parler des pigeons qui mettent en péril la façade à long terme.
Mais revenons à l'époque de sa construction, où une fois de plus le pognon généré par le commerce fait littéralement sortir de terre des rues entières, à l'image de la rue Verri. Elle est l'archétype de l'architecture qu'avait une rue commerçante au Moyen-Âge, la seule rue de Dijon où les façades à pans de bois se font face comme à l'époque. Cependant, une fois de plus, faut bien se rendre compte que le pavage actuel est bien au-dessus de l'original, qui était près d'1 mètre plus bas, avec tous les immondices au centre. Le long de cette rue commerçante sont représentés différents corps de métier de l'époque. Ainsi, on peut voir chasseurs, sculpteurs, architectes, luthiers, mais aussi une pietà. Et beaucoup plus étonnant, un Greenman, personnage du folklore notamment d'Écosse, témoignant des échanges entre le royaume d'Écosse et le duché de Bourgogne. Un autre exemple de ces échanges se trouve directement en Écosse au sud d'Édimbourg dans la chapelle Roslin, là où d'ailleurs a été tourné en partie le Da Vinci Code, et où on peut voir un cadeau du duc de Bourgogne au roi d'Écosse, qui n'est d'autre qu'une bombarde. En effet, le roi d'Écosse était marié avec la petite nièce du duc de Bourgogne. Donc, si jamais ça n'allait pas question mariage, il pouvait ainsi la renvoyer directement dans son duché. Bref, pour en revenir à la rue Verri, et cependant malgré qu'elle lui ait donné son nom, aucune sculpture de travailleurs du verre ne se trouve dans cette rue. Et pour finir avec la rue Verri, on peut également citer l'auberge de la Croix de Fer, qui s'appelait comme ça parce que... il y avait une grosse croix de fer dessus, tout simplement. Aujourd'hui boutique de chocolat, mais hier on y trouvait le gîte et le couvert. Une autre rue commerciale prenant également forme est la rue Amiral Roussin, où subsistent notamment 3 maisons à pans de bois de cette époque, en particulier l'une qui est restée en l'état et qui représente bien ce qu'était une maison bourgeoise du XVe. Juste en face, l'une des 2 autres maisons à pans de bois se distingue notamment par ses 2 montants, car il comporte 2 anges sculptés ayant cependant subi la fureur révolutionnaire. À côté se trouvent également d'autres sculptures en bois, cependant elles ne sont pas d'époque, celles de la causerie des mondes ont en effet été ajoutées dans les années 20. Cependant elles ont été inspirées des sculptures de pierre de Notre-Dame. Ceci étant dit, quelque chose m'a intrigué avec cette rue. Pourquoi Amiral? Faut dire que Dijon est pas spécialement réputé pour avoir donné naissance à des grands marins, faut dire que la Grande Bleue elle est pas la porte à côté. Et pourtant, ce que j'ai appris est assez badass. Alors, comme vous avez pu le voir dans la série Game of Duke, je glorifie pas les tueries ni la destruction, mais force est de reconnaître que ce type-là a quand même eu une vie épique, et c'était pas un petzouille. Albin Roussin, donc, né au 6 de la rue qui porte son nom, était un amiral de l'époque de Napoléon qu'on pourrait définir comme une espèce de Chuck Norris des mers, mais avec de la moutarde. Un petit coup d'œil vite fait sur la bio pour voir comment il était badass. Déjà, il commence comme mousse à 13 ans. Oui, en ce temps-là, on commençait assez tôt. À 26 balais, devenu lieutenant, le long de la côte de Sumatra, il attaque une escadre avec un canot, armé de 22 mecs. Résultat des courses, il réussit à s'emparer de 7 bâtiments ennemis, dont 2 de 26 canons auxquels il fout le feu. Commence à nous faire caguer, lui, avec sa baraque. J'ai allumé la maison du voisin qu'on se parle plus. Tu vas arrêter ça, sale démon. Et non, il va pas arrêter, parce qu'à 30 balais, il récidive. 5 prises, dont une corvette de 18 canons. Après, le Must arrivera à 32, Là, il capture carrément 6 bâtiments qu'il ramène à Brest en faisant 396 prisonniers, après avoir fait aux Britanniques un dommage estimé à plus de 5 millions de boules. Je vous raconte pas la tronche de Napoléon quand il est rentré au port. Ah ben tiens si, du coup Napoléon lui fila la Légion d'honneur pour le remercier. Oui, parce qu'à cette époque-là, on filait pas encore la Légion d'honneur pour tenter de s'accaparer le vote des jeunes, comme l'a fait Chirac avec Madonna. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'en avait pas besoin, car sous Napoléon, c'était la dictature. Mais c'est pas fini pour Albin, parce qu'à 49 ans, il se retrouve membre de l'Académie des sciences. Et ce, après avoir cartographié plusieurs endroits de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Et oui, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Google Maps, Et enfin, à 59 ans, il créa un service de paquebot à vapeur pour les liaisons transatlantiques. Ah mais je vous dis, une vie de dingue le mec, Et aujourd'hui, tout le monde, moi le premier, personne sait qui était ce mec et les trucs de fou qu'il a vécu. Et c'est pas la plaque parfaitement illisible au-dessus de sa baraque qui va changer les choses. Ah, postérité, quand tu nous tiens. Après, bon, le fait est qu'il est pas sorti de nulle part le mec, C'était quand même le fils d'un avocat au Parlement de Bourgogne. Oh, mais que voici que voilà, une transition parfaite pour fermer cette parenthèse sur le XVIIIe siècle afin de revenir sur l'époque de laquelle je suis censé parler. Mais oui! En effet, c'est en 1480 que le Parlement de Bourgogne apparaît à Dijon. Construit sur l'ancienne chambre des comptes, qui est pour simplifier au maximum là où on vérifie que personne ne tape dans la caisse, fut commandé par le roi Louis XI qui venait de s'accaparer la Bourgogne.
Ce bâtiment était donc l'un des symboles du pouvoir du roi de France sur la Bourgogne et Dijon, comme on peut le constater notamment sur la porte actuelle, qui est une copie parfaite de l'original, où l'on peut y voir trôner fièrement à la vue des Bourguignons vaincus, les fleurs de lys. Le bâtiment servait déjà de cour de justice, mais aussi de lieu de décision quant à la gestion et au développement de la politique à mener dans cette nouvelle province française. Les hommes en charge de ces décisions à cette époque n'étaient pas alors des grands spécialistes qui avaient fait des grandes études pour faire des grandes conneries comme aujourd'hui, mais simplement des nobles qui n'avaient rien à foutre du bien-être de la population tant que celle-ci ne se révoltait pas. Après, on développera plus les splendeurs du bâtiment quand il sera terminé quelques dizaines d'années plus tard. Du côté religieux, maintenant, on peut dire que ça crame. En effet, Saint-Étienne, suite à un gros incendie, doit restaurer pas mal de bâtiments, notamment l'ancienne église romane de Saint-Étienne. Et c'est ainsi qu'en 1488 se construit tout l'arrière de l'église Saint-Étienne que l'on connaît aujourd'hui et où se trouve le musée Rude. Étant donné qu'à l'époque Saint-Étienne était une abbaye et le bâtiment en question ouvert par conséquent qu'aux moines, la cité se trouva donc dans le besoin d'avoir un nouveau lieu de culte pour accueillir cette fois-ci les simples paroissiens. Et c'est ainsi qu'on lança en 1497 la construction de Saint-Michel. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a deux aussi énormes églises l'une à côté de l'autre. Une fois de plus, retenez bien que ces deux églises ont été grandement financées par la famille Chambellan, dont on a déjà parlé tout à l'heure. D'ailleurs, aujourd'hui encore sur Saint-Michel, on peut voir toujours leur blason. Enfin, ce qu'il en reste, la Révolution est passée par là. En résumé, la seule construction religieuse de cette époque dans laquelle les Chambellans n'ont pas filé du pognon, c'est la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, qui se trouve à l'hôpital général, la future cité de la gastronomie. Ce qu'elle a de spécial, c'est que son nom laisserait sous-entendre qu'elle aurait détenu en son sein un morceau de la Sainte-Croix. Enfin, en parallèle de ces constructions, on termine Saint-Jean. L'une des choses les plus importantes à retenir sur le Dijon de cette époque est également le fait que la ville se militarise, avec le commencement de la construction de son château. Mais pour en savoir plus sur celui-ci, il faudra attendre le prochain épisode.